Le littoral guyanais sous des trompes d'eau ce week-end. Plusieurs quartiers inondés à Kourou. Images et reportages à suivre dès le début de ce journal. Notre invité, Christian Brévignon de Météo France, nous dira si ce mauvais temps va s'installer. La grève de Matoury, toujours à la une de l'actualité. Après 11 jours de mobilisation, la tension est montée d'un cran. Ce matin, l'entrée principale de l'hôtel de ville était bloquée. Certains établissements scolaires cadenassés. Les catholiques de Remire-Montjoly, sans lieu de culte, où presque 4 églises de la commune sont fermées depuis plusieurs semaines en raison de leur vétusté. Explication à suivre dans ce journal. Et puis du sport, division d'honneur, la victoire de l'ASC Aguado face à l'USL Matoury. L'équipe d'Apatou l'emporte 2-0 au stade Enmar Lama. Résumé complet du match en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette session d'information. On commence tout de suite avec une affaire qui avait défrayé la chronique, le meurtre de Maurice Metton. Ce chef d'entreprise assassiné dans de sordides circonstances dans la nuit du 21 au 22 septembre 2011. Le procès a démarré aujourd'hui à la cour d'assises de Cayenne en présence des 6 accusés et des proches de la victime. Sur place, les explications d'Ayodele Germa. Ambiance très pesante lors de ce premier jour du procès pour le meurtre de Maurice Metton. La présidente du tribunal a commencé par lire le rapport d'instruction de plusieurs années d'enquête. Les faits se sont déroulés du 21 au 22 septembre 2011. Le chef d'entreprise très connu avait été retrouvé mort, calciné dans sa voiture à Montigny-Tonnet-Grande. Il avait été enlevé et séquestré chez lui dans son domicile à Remire-Montjoly. L'enquête à l'époque qui avait été réalisée avait mis en cause plusieurs personnes, dont la fille de Maurice Metton, Carole Metton. Cette dernière n'avait pas été inquiétée car aucune preuve n'avait été retenue contre elle. Aujourd'hui, 6 personnes ont été entendues, 3 accusés pour meurtre en bande organisée. Les 8 jurés auront la lourde tâche de déterminer les circonstances de cette affaire. Les principales personnes inquiétées dans cette affaire risquent la réclusion à perpétuité. Et puis, cette information, un homme a été mortellement blessé par arme blanche ce midi à Matoury lors d'une bagarre. L'auteur présumé identifié est actuellement recherché par la brigade de gendarmerie de Matoury qui est chargée de l'enquête. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, la tension monte à Matoury. Après 11 jours de grève, l'accès principal de l'hôtel de ville a été bloqué, ainsi que certains établissements scolaires. Un blocage toutefois qui n'a pas empêché l'accueil des élèves. Mia Pierre. Des portes de cuisine collées, des serrures bloquées, les portails d'école cadenassés, des rouleaux de foin bloquant l'accès de la mairie de Matoury. La grève prend une autre tournure. La reprise de classe ce matin n'a pas été simple. Malgré les désagréments rencontrés, les écoliers ont été accueillis normalement. Les agents non grévistes ont réussi à confectionner les repas qui ont été livrés à temps aux écoles de la commune. Nous avons mis en place un plan de continuité du service public pour accueillir les enfants, c'est-à-dire la restauration. Nous nous sommes rendus compte ce matin que le travail a été saboté par les grévistes, une trentaine de grévistes. On a pu remarquer, je pense que vous avez dû le constater vous-même, que certains biens publics ont été dégradés, notamment les entrées, de la colle qui sont dans les serrures, des cadenas, vraiment pour empêcher l'accès, sachant que les enseignants étaient présents, qu'une partie des grévistes étaient présentes et qu'une partie des agents des écoles étaient présentes aujourd'hui, voulant travailler bien sûr. Et c'est vrai que là, effectivement, on est en train de se rendre compte que les enfants de Matoury sont également pris en otage par les grévistes. Le collectif des agents en colère affirme haut et fort ne pas être à l'origine des sabotages constatés ce matin. Nous sommes désolés de vous le dire, mais nous avons su sur le piquet de grève. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est peut-être la population, je ne sais pas. Au moment où je vous parle, je ne sais pas. Et malgré nous que nous sommes arrivés à ce stade-là, parce que bon, ça tombe avec la rentrée des classes, nous avons commencé cette grève illimitée dès le 11 février. C'était pour permettre quand même à monsieur le maire de venir sur la table des négociations, parce que justement, nous voulons éviter que cela s'enlise et que les établissements soient touchés. 12 jours se sont écoulés depuis le début de ce conflit social qui oppose une cinquantaine de salariés à l'administration de la mairie de Matoury. La situation est toujours au point mort. Aujourd'hui, toutes les cantines ont pu être livrées, mais demain, rien n'est assuré. L'actualité, c'est aussi bien sûr ces fortes précipitations qui s'abattent sur la Guyane depuis ce week-end. De nombreux quartiers ont été inondés, notamment à Kourou, où une vingtaine d'habitations ont été touchées. Le bord de mer a même été en partie ensablé. Xavier Paul Le Pelletier.
Ces cocotiers que vous voyez maintenant ne seront plus là demain. Pour les employés de la mairie de Kourou, cela ne fait aucun doute. Vous allez voir qu'ils sont simplement posés sur le sable là. Donc à la première vague, ils vont partir là. Depuis un an, ça commence à manger et hier soir tout d'un coup, ça a tout apporté d'un seul coup. Hier, je vous assure, je suis venu ici à 16h avec M. Reka. J'ai fait le tour parce que je vous dis, je suis du service technique. J'ai une petite pelle, je fais le mieux et il n'y avait pas ce dégâts-là. Et en moins de 8 heures, vous avez vu qu'est-ce que ça a donné, quoi. La voirie a déjà commencé à attaquer, vous avez vu à côté. L'eau a déjà commencé à attaquer la voirie et je me doute que demain matin, si on vient ici, on va voir les lampadaires ou la route, quoi. Pour les habitués du quartier, le spectacle laissé par la marée de la nuit passée est du jamais vu. Ça fait 20 ans en fait, que j'habite là et c'est la première fois que ça prend une ampleur comme ça. En fait, c'est assez désastreux. Surtout que là, il y a une trouée avec le sable. Donc cette nuit, vers 5 h, il y a une énorme vague qui a déferlé comme ça et qui a jusqu'au rond-point de Monnerville. Aujourd'hui, je vois c'est rempli de sable partout. Enfin, c'est incroyable. C'est hallucinant, quoi. Et certains craignent le pire. La seule chose que je pourrais faire, c'est partir. Sortir d'ici si au cas où ça empire. On vote, donc là maintenant il est temps de voir leurs moyens, ce qu'ils peuvent faire pour nous aussi, la population. Là on n'a plus de plage, hein. C'est grave. Les voitures qui vont vite tomber en panne à cause de l'eau salée, les plaquettes de frein, tout ça vont se bousiller. D'ici quelques années, les gens de la cité Lens n'auront plus de maison. Pourtant, selon eux, il n'y a pas 50 solutions. Il faut qu'ils prennent exemple sur les Surinamais. Ils ont la mer aussi qui arrive comme Waterkant au Suriname. Vous connaissez, c'était comme ça. Après, les gars, ils ont arrangé ça, ils ont mis des plaques de fer et puis ils ont embourré avec du sable. La mer va continuer d'avancer. Hein. Donc après, il faut trouver une solution. Soit faire partir les gens, soit mettre du sable ou des cailloux. Enfin, mieux au moins 2 mètres de hauteur. Et 2 mètres de large, c'est la seule solution. Sans ça, la mer va toujours en monter. N'oubliez pas, ici, toute la ville de Kourou, c'était la mer. Un jour, il va chercher sa place. Dans un premier temps, ce sont des pompiers qui tentent d'évacuer les canalisations. On a essayé de curer une des canalisations de façon à faire descendre le plus rapidement possible. Finalement, peu avant midi, pelleteuses et camions de la Compagnie des eaux passent aux choses sérieuses. Avec la pression du tuyau, on va essayer de faire un hydrocurage. Donc ça va enlever la terre qu'il y a dans le tuyau. Et là, par la suite, on va voir si ça descend. Depuis 15h30, un PC opérationnel est mis en place afin de pallier les risques encourus par la population. À 17h, divers représentants des services de l'État étaient attendus par la mairie de Kourou, qui souhaite désormais concrétiser son projet de digue. Et justement, est-ce que ce mauvais temps va durer? On en parle tout de suite avec notre invité ce soir, Christian Brévignon de Météo France. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que ce bulletin de vigilance orange est maintenu pour cette nuit? Alors, actuellement, c'est une vigilance de niveau jaune. Il faut savoir que le niveau jaune, c'est des phénomènes qui sont habituels dans notre région, qui peuvent ponctuellement présenter des dangers, quoi. Donc là, on le constate. En ce qui concerne, donc c'est une double vigilance, à la fois pour la mer dangereuse et pour les précipitations. Donc on a deux phénomènes qui s'additionnent. Et évidemment, dans la zone côtière, ça peut avoir des conséquences. Donc les deux phénomènes, les précipitations, c'est dû à une zone de mauvais temps d'ampleur assez importante sur toute la zone de Guyane. Donc je ne détaillerai pas le phénomène, parce que c'est, bon, disons qu'en météorologie, il y a des questions de flux, des questions de perturbation de basse couche aussi. On a un flux en altitude qui est assez fort. Donc c'est un phénomène qui s'entretient, qui peut durer comme ça 2 jours. A priori, on pense que demain, ce sera terminé la vigilance en cours de journée pour les précipitations. Maintenant, pour la mer dangereuse, c'est autre chose. C'est une mer du vent. Actuellement, ce n'est pas une forte houle. Il n'y a pas énormément d'énergie, alliée à des marées très importantes, enfin des marées hautes supérieures à 3 mètres. En tout cas, aujourd'hui, les zones qui sont touchées, c'est bien le littoral guyanais? Oui, actuellement, c'est le littoral qui est touché, oui, par ces pluies. Alors, ces pluies et cette mer dangereuse, bien sûr.
On a eu hier plus de 100 mm de pluie en 12 heures. Donc c'est pour ça qu'on continue à maintenir la vigilance. Aujourd'hui, ça n'a pas dépassé les 50 mm, mais les sols sont trempés, les sols sont saturés, donc les moindres pluies peuvent entraîner des inondations. En tout cas, on envisage une fin de pluie, en tout cas demain, comme vous le disiez, mais on a quand même l'impression qu'au bout de plusieurs semaines, enfin, au mois de février, on a un peu de pluie. On dirait que c'est le début finalement de la saison des pluies. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, donc on est toujours dans cet épisode El Niño qui est très fort, puisque on a eu un mois de janvier qui était très déficitaire. On avait 80% de déficit de pluie sur l'ensemble du mois et sur l'ensemble de la Guyane. C'est d'ailleurs un record ? C'était un record depuis 60 ans que les mesures existent ici en Guyane. Le mois de février, donc on revient un petit peu à la normale, mais c'est temporaire puisque la phase El Niño n'est pas terminée. Donc les prévisions sur les semaines à venir sont encore au déficit de pluie, quoi. Disons que d'une part, climatologiquement, on arrive dans le petit été de mars, c'est-à-dire c'est une période où normalement il ne pleut pas beaucoup. Et on prévoit quand même, en plus de ça, un déficit. En tout cas, la suite, en tout cas pour ces températures et pour la pluie, s'envisage normal. C'est-à-dire qu'on aura effectivement un petit été de mars, normalement, entre guillemets. A priori, c'est ce qui est prévu à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Monsieur Brévignon, pour ces précisions, toutes ces informations. Et on l'a vu justement tout à l'heure avec les précipitations du week-end dernier. La mairie, la commune de Kourou doit faire face au problème de l'érosion sur le littoral. Le maire lance un appel à l'aide. Il déplore le manque de moyens pour faire face au phénomène d'érosion. On écoute François Ringuet au micro de Xavier Paul Lepelletier. Là maintenant, il faut vraiment que tout le monde retranche un petit peu les manches pour répondre aux besoins. Puisque là, aujourd'hui, c'est des fonds que nous avons besoin. Est-ce qu'il faut recharger avec du sable dans un premier temps? Monter une digue, oui, c'est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il faut monter une petite, je sais pas, une petite digue en béton sur la partie voirie, près de la voirie communale? Mais tout ça, nous avons besoin des techniciens à côté de nous. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons réouvert le canal qui passe juste derrière le centre épuis qui était fermé pour essayer de dégager, donc évacuer l'eau. Malheureusement, nous n'avons pas de chance puisqu'il y a eu aussi une forte montée il y a eu aussi les intempéries donc, de hier soir. Je crains le pire ce soir. Si nous arrivons donc, dans cette même situation, elle sera pire que catastrophique puisque nous sommes à la limite des habitations. Les coffrets électriques aussi débordent. Il y a un coffret qui était dans l'eau. Nous avons fait appel à EDF. Maintenant, nous avons besoin de tout le monde. Restez avec nous, dans quelques instants, vous apprendrez les gestes qui sauvent avec un stage d'initiation au secourisme soutenu par le ministère de l'Intérieur. Et puis, en fin de ce journal, le résumé du match de la 15e division d'honneur qui a vu la victoire de l'ASC Aguado 2-0 contre l'USL de Matoury. Mais d'abord, cette question maintenant, où les catholiques de Remire-Montjoly pratiqueront-ils leur foi? Depuis un mois, 4 églises de la commune sont fermées pour cause de non-conformité aux normes de sécurité. Les édifices sont jugés dangereux pour le public, selon les experts. Une situation qu'a constatée pour nous Jonathan Lariot. Ok, ça fonctionne. Ok. Un sourire apparaît sur le visage du Père Léon. Les travaux de sa paroisse avancent bien. Depuis quelques semaines, les portes de l'église Saint-François-Xavier sont fermées au public pour cause de travaux. Depuis 2009, nous étions, si je peux m'exprimer vulgairement, nous étions hors la loi. L'ensemble des installations électriques ont été reprises, qu'il s'agisse du câblage, de l'éclairage, des ventilateurs. Tout a été remis en état. Problème de sécurité. Nous sommes une église qui reçoit énormément de monde, surtout pendant les périodes de fête. Donc ici, on a été obligé de remettre tout ce qui concerne la sécurité, aussi bien les alarmes que les inspecteurs. Mais cette église n'est pas la seule. C'est toute la paroisse de Remire-Montjoly qui est concernée. En mars 2015, une commission de sécurité de la ville a jugé les bâtiments dangereux pour l'accueil du public. Des trous dans le plafond pour l'église Sainte-Thérèse et même des inondations pour Sainte-Anne. La situation ne pouvait pas durer. On était bien obligé de fermer cette église pour raison de sécurité. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à réparer cette église pour des raisons économiques. Sans moyens, le diocèse se tourne vers ses paroissiens. Durant les messes, chacun est invité, s'il le souhaite, à apporter son aide financière dans le coût des travaux. L'église n'a pas de rentrée comme telle pour pouvoir
assurer ces obligations. On a demandé aux paroissiens et certainement ils ont répondu à nos demandes pour permettre que voilà, ce lieu, ce havre de paix que le Seigneur leur donne, qu'ils puissent pouvoir s'en servir et dignement, je veux dire. Pour l'instant, seule la rénovation de l'église Saint-François-Xavier a débuté. Pour les autres, c'est près de 400 000 € que devra trouver le diocèse pour la remise aux normes. On part en Martinique maintenant, où 292 élèves du lycée de Bellevue se préparent au concours de grandes écoles, comme les élèves du lycée Félix Eboué ou encore Léon Gontran-Damas en Guyane. Leur programme est dense, au moins 30 heures de cours par semaine, beaucoup de sacrifices. Reportage Frédéric Mazy. Parler du système politique d'un État, ce n'est pas parler uniquement d'un phénomène culturel. Il passe au minimum 8 heures dans cette salle de cours. Ces 30 élèves sont à quelques mois des concours d'entrée des grandes écoles. La classe préparatoire, une évidence pour chacun, un choix réfléchi. J'ai privilégié la classe prépa parce que je savais qu'à l'université, comme on n'avait pas un encadrement des professeurs, je n'aurais pas forcément travaillé. Et donc là, avec la pression des professeurs, je me suis obligée de travailler. La prépa nous permet d'acquérir certaines bases de travail, de pouvoir de donner des habitudes de travail pour que ça puisse nous aider. La majorité des élèves a tout juste 18 ans. Rester étudiant en Martinique est un avantage certain pour ces jeunes pleins d'ambition. Et j'ai moins de problèmes de logistique que quelqu'un en France. Si je tombe malade, je suis vite pris en charge et tout. Donc pour moi, ça me paraissait plus simple. J'étais pas encore prêt à quitter justement le cocon familial. 3 sections sont proposées, littéraire, économique ou scientifique. Voilà, donc on part de cette matrice A, de l'identité. La vie sociale en classe préparatoire est réduite. La plupart du temps libre est occupé par les révisions, des sacrifices qu'il faut savoir gérer. On a des contraintes, on a aussi la pression du concours, c'est pas un examen, donc on doit donner le meilleur et travailler tout au long pendant ces 2 années. Plus de 8 élèves sur 10 sont admissibles dans plusieurs grandes écoles, un taux de réussite dû à une ambiance sereine. Au lieu de favoriser la compétition entre eux, comme beaucoup de classes préparatoires en métropole le font, nous encourageons l'entraide, le travail en groupe. Une solidarité qui se vérifie même après les années. Plusieurs associations d'anciens élèves ont vu le jour, des réseaux professionnels qui permettent d'accompagner au mieux la relève antillaise. De retour chez nous, on va s'intéresser maintenant aux gestes qui sauvent. Depuis les attentats de Paris, de plus en plus de personnes sont volontaires pour apprendre le secourisme. En Guyane, durant le mois de février, la Croix-Blanche a organisé un stage qui a recueilli un franc succès. Ayodeli Germa. Faire un massage cardiaque, contenir une hémorragie, des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Ici, une dizaine de personnes ont choisi d'acquérir ces automatismes lors d'un stage d'initiation aux gestes de premier secours. Monsieur, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux. Ça a été quelque chose de bénéfique parce que souvent quand on arrive sur un lieu où un accident, on ne sait pas comment faire, on a tendance à paniquer. Des gestes à accomplir avant l'arrivée des secours, enseignés par les bénévoles de la Croix-Blanche pour augmenter les chances de survie des victimes. Lors du sauvetage d'une personne, il faut d'abord se protéger. Donc l'alerte c'est important aussi parce qu'il faut savoir alerter les secours d'urgence adaptés. Si certains participants ont fait leur premier pas dans le secourisme d'urgence, pour d'autres, il ne s'agit que d'une piqûre de rappel. Disons que c'est un recyclage que je fais, parce que comme j'en ai déjà fait, et vu que je travaille au milieu de l'école, alors ça me donne en plus et de remettre une remise à nouveau. Il nous a montré qu'il faut appuyer sur près de la poitrine, qu'il faut au moins 30 fois et après tu souffles dans la bouche de la personne. Depuis les attentats de Paris, les associations comme la Croix-Blanche sont de plus en plus sollicitées pour permettre de faire face aux situations d'urgence engendrant de multiples victimes. Lors des attentats, les balles, donc il y a pas mal de victimes, l'hémorragie, une personne qui est inconsciente et qui respire, une personne qui est inconsciente et ne respire pas, et les positions d'attente face à une personne qui présente une détresse. Partout en France, le ministère de l'Intérieur a dédié ce mois de février aux gestes de premier secours. En Guyane, une dernière session est prévue samedi prochain.
En Guadeloupe, la 3e manche du championnat de voile traditionnel aura lieu ce dimanche à Pointe-à-Pitre. Hier, les skippers se sont donné rendez-vous pour une séance d'entraînement. Reportage Patrick Curie et Moïse Dexter. 2 personnes, c'est-à-dire marin numéro 1 ou numéro 2 au vent. Si tu attends en bas. Non, en fait, c'est une question de... Il faut que le fauquier lâche un peu comme ça puisse gonfler à contre. Gonfler à contre, oui. Oui. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps, mais c'est dans le timing en fait. Oui. Les dernières consignes sont données. L'entraînement en vue de la 3e étape du championnat de la voile traditionnelle il a corrigé peut pour moi, commencer il a mis sur la le plan déception. d'eau. Pendant plusieurs heures, une vingtaine de skippers ont ajusté leur technique sur cette mer particulièrement difficile. Comme c'est un plan d'eau qui est très technique, et donc regardez tous les gros mordants, comme on dit en créole, sont là, testent le plan d'eau. Donc on est venu pour pouvoir affronter ces gars-là, pour pouvoir avoir nos repères par rapport aux meilleurs qui sont là au jour d'aujourd'hui. C'est un plan d'eau qui le vent tourne énormément. En fait, le vent il change en force, en intensité, en direction. Donc, il y a des couloirs de vent, il faut savoir aller les chercher. Et en fonction de la direction du vent, ça change. Donc aujourd'hui, on a un vent de sud-est. Peut-être que dimanche prochain, ça va être est ou nord-est et ça change. Donc c'est pour cela qu'on vient ici, savoir exactement où aller sur ce plan d'eau-là. Ce championnat suscite de plus en plus d'engouement. Parmi ces skippers, à l'entraînement, des amateurs qui rêvent de participer un jour à cette régate. Aujourd'hui, c'est un entraînement comme la semaine prochaine. Comme la semaine prochaine, il y aura une régate de championnat sur ce plan d'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bateaux ici. Et donc tout le monde est venu s'entraîner ici, nous on est venu participer. Sachant qu'on ne sera peut-être pas là la semaine prochaine, mais c'est bien d'aller se tirer un peu la bourre avec les autres de temps en temps. C'est vraiment une équipe en formation, on essaie de s'entraîner régulièrement pour progresser et voir si on arrive à entrer en compétition bientôt. Voilà. Alors, qui remportera cette 3e manche? Réponse dimanche, en fin de journée. Retour en Guyane avec du sport, toujours la déception des Matouriens. L'ASC Aguado a battu l'USL Matoury 2-0 sur la pelouse du stade Edmar Lama lors de la 15e journée de division d'honneur. Le résumé du match, Michel Troissan et Stéphane Govindin. Sur le papier, les Matouriens partaient favoris, mais c'était sans compter sur la détermination des joueurs de David Thérèse. À la 40e minute, suite à un centre venu de la gauche, Florentin Popiol ajuste le gardien matourien qui ne peut rien faire face à cette reprise du pied droit sans contrôle. Matoury, leader du championnat, s'est fait surprendre et rentre au vestiaire avec un but à rattraper. Et voilà, on est à l'extérieur, donc on va revenir motivé en deuxième mi-temps et puis voilà, on va essayer de garder ce but d'avance et puis pourquoi pas mettre un deuxième. On loupe 5 occasions et puis après, à la fin de la première mi-temps, sur une erreur, une occasion pour Aguado, on prend un but. Dès l'entame de la seconde période, les Matouriens se créent quelques occasions franches, mais le dernier geste ne paye pas. Il manque encore de réalisme devant les buts d'Aguado. Plus solide et plus agressif en défense, Aguado tient face aux attaques répétées de Matoury. On a loupé 4 occasions nettes. Aguado a su faire le dos rond. Ensuite, en deuxième mi-temps, on s'est liquéfié. Collectivement, on a plus su jouer au ballon. On a balancé beaucoup de ballons et on s'est fait contrer par Aguado. Sur les demi-temps, je pense que le match aurait été équitable. Maintenant, ils en ont voulu un peu plus que nous. Aguado reste concentré et se voit récompensé. Kwensi Yenoumou va anéantir les espoirs de l'US Matoury à la dernière minute du temps réglementaire. Aguado réalise là une bonne opération et grappille des points dans ce championnat. C'est vrai que on ne nous attendait pas là puisqu'on est promu. Nous, on s'était dit qu'en début de saison, on joue le maintien et les coupes, c'était les objectifs principaux. On a déjà gagné la Coupe de France. Donc maintenant,
On est au mois de presque mars, on est 3e. On joue toutes nos chansons à fond. On essaie d'engendrer le maximum de points possible. Après, voilà, ce n'est pas l'objectif principal, mais à savoir qu'il faudra compter sur Aguado cette année. Aguado est maintenant à la 3e place du podium avec 46 points au compteur. On termine ce journal avec des images de l'inauguration du bagne des Anamites à Montignéry-Tonnet-Grande. Il a été inauguré samedi en présence du maire de la commune et du conservatoire du littoral qui a en partie financé sa réhabilitation. Il dispose désormais d'une aire de pique-nique et d'un sentier pédestre pour rendre plus agréable la visite de ce lieu historique comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est la fin de ce journal local. On se retrouve tout de suite pour l'information nationale et internationale.